Bienvenue dans Un Ceux qui osent, le podcast aux conversations pépites et chaleureuses. Moi c'est Aubin, psy et podcasteur à mes heures perdues. Je vais à la rencontre de gens qui ont eu l'audace et le courage d'oser. Cette semaine, j'accueille Anne-Sara. Elle est youtubeuse, présentatrice et animatrice web. Elle est notamment connue pour ses chroniques dans les Easy News du média digital Tarmac, mais aussi les fact-checks et les freely pour Amnesty. Dans cet épisode, on parle de son enfance, de notre love pour les Sony Ericsson à clapet et les Nokia 3310 de l'époque. On parle du fait de glisser dans la déscolarisation. On discute d'art, de procrastination, des passions, d'être noir et de trouver sa place dans cette société. On parle de comment se livrer au public, de partager ses moments de joie, mais aussi ses moments de peine et de la peur du retour des gens. Finalement, on jase et on rigole de beaucoup de choses. J'avais presque l'impression de discuter avec une copine de longue date. Ça mériterait même un épisode retour. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et à la chaîne YouTube Aubin et Zaghira. Subscribez également à la page Insta À Ceux qui osent pour retrouver toutes les exclus making-of et pour être au courant des dernières sorties. Surtout, likez et lâchez un commentaire sous l'épisode. Ça ne vous coûte presque rien, mais ça m'aide énormément pour le référencement du podcast. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. À très vite. À la base, quand j'étais plus jeune, vu que j'étais fan de culture nippone, mais bon, surtout, parce que la culture nippone, c'est pas que les mangas, mais surtout d'animés, de mangas, de musique, genre visuel kei, etc. Ouais. J'avais un Skyblog qui existe encore, donc pour ceux qui sont vraiment assidus et déterminés, s'il te plaît, ils peuvent retrouver des choses chaudes, quoi. Est-ce que c'est des cosplays, des... Non, ah oui, ça a cosplayé à Japan Expo, hein, Made in Asia, bien sûr. Je suis tellement triste qu'on soit juste en audio. J'aurais mis un extrait et j'aurais recherché. J'aurais pu te passer une image. Franchement, j'aurais pu te passer une image, ça aurait été marrant. Yes. Et donc, à la base, c'est pour ça que je me suis dirigée vers l'art quand j'avais 13-14 ans. Et après, en fait, je me suis rendu compte que... j'ai eu une enfance assez particulière, une vie assez particulière, et c'était mon refuge un peu le cinéma. Je me suis rendu compte que c'était vraiment plus le cinéma, parce qu'à force de faire du dessin, en fait, toute passion devient un travail une fois que tu dois faire ça pendant 8 heures, qu'on te demande de faire des croquis d'attitude du bâtiment en face de toi, en montant à marre, c'est plus un plaisir. Et donc là, je me suis rendu compte que qu'est-ce qui me rendait heureuse et qui me faisait sortir de ces moments d'angoisse ou de ces mauvaises passades. Yes. C'était vraiment de pouvoir m'imprégner dans un film et de vivre à travers des aventures folles, à travers justement certains personnages et certaines histoires, en fait. Donc je me suis dit, en fait, c'est ça que je vais faire ressentir aux gens. C'est peut-être faire des films, j'en sais rien, parler peut-être de mon expérience, partager ça, parler de certains sentiments qu'on peut ressentir, montrer aux gens qu'ils sont pas seuls. En tout cas, faire ressentir quelque chose grâce à cet outil. C'est juste un outil comme un autre, comme peut être le dessin, comme peut être, tu vois. C'était ta plateforme de communication pour partager. Parce que j'étais pas du genre à m'exprimer, à dire ce que je pensais. T'étais quelqu'un d'un peu introverti. Ouais, j'étais surtout. Je suis née à Bruxelles, mais j'ai grandi à Otigny. Et à l'époque, j'étais souvent la seule noire. Donc, quand t'arrives en primaire et qu'il y a un autre noir qui arrive en fin, c'est ton cousin, c'est ta cousine. Et puis, c'est tous les petits trucs racistes que les enfants se disent entre eux. C'est marrant parce que j'ai exactement la même chose, mais l'inverse. Je suis né à Otigny, Clinique Saint-Pierre. Si, shout out à eux, bien sûr. Et j'ai grandi à Bruxelles, à XL. Donc on s'est loupé en fait, Anne-Sara. On aurait pu être les deux fameux frères et sœurs à l'école. Mais donc t'as étudié à Bruxelles, t'as jamais étudié à Otigny, quoi. Non, en gros j'ai quand même étudié, j'ai fait mes primaires à Louvre. À Lausanne ou... Non, au Bloquerie. Oh mon Dieu, le Bloquerie. Ouais. Tu connais? Bien sûr, on connaît le Bloquerie. On connaît la Debs, on connaît le Bloquerie, on connaît tout. Ouais, c'est ça. Et puis après, j'ai bougé à Bruxelles. Ma famille a bougé à Bruxelles et j'ai étudié dans une petite école secondaire dont je parle beaucoup trop dans ce podcast. Donc je vais essayer de... on peut sauter si tu veux, on en parle en off. Mais... de ouf. Mais donc ouais, voilà. Et donc c'est marrant parce que voilà, on s'est loupé. Mais tu parlais donc du fait de créer et de vouloir créer, de vouloir partager au monde des choses qui te plaisent pour les émouvoir autant que ça t'émeut, peut-être. Ouais, c'est ça exactement, parce que quand t'es dans ce genre de moment où tu te sens en fait isolé, sentir que t'es pas seul, ou en tout cas pouvoir te détacher de la réalité l'espace d'un instant et pouvoir un peu rêver d'autres choses. Et donc comme je disais, j'étais une des seules personnes racisées à l'époque, et je me sentais
vachement seule pendant des années, par rapport aux remarques que je pouvais recevoir, par rapport au fait que dans mon identité, je savais pas qui j'étais aussi, parce que j'ai toujours été dans cette sphère-là. Et quand je me retrouvais avec des personnes racisées, j'ai l'impression d'être en décalage, en fait. J'avais vraiment, comme les enfants métis, par exemple, qui savent pas trop. Ouais, ils savent pas sur quel pied danser, voilà. leur identité, parfois. C'est ça. Et parce qu'à la base, à l'époque, on se dit qu'il faut choisir un camp, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est pas du tout ça. Et il n'y a pas d'appartenir à un côté ou à un autre, c'est juste on est soi-même. Mais en tout cas, je me retrouvais pas. Je me retrouvais pas dans mon identité non plus, en fait. Et donc, ouais, c'était assez difficile pour plein de choses, et c'est ça qui a fait que je me suis retrouvée très isolée, à justement me réfugier dans justement le cinéma. On t'a sorti les classiques face à tes amis noirs, qui disaient genre non mais t'es une bounty. Voilà, exactement. Voilà, le fameux. Ouais. Qu'est-ce qu'on a entendu celui-là? Et où c'est genre t'es noire mais à l'intérieur t'es un peu blanche parce que tu parles un peu d'une certaine manière. Exactement, parce que en fait je parle bien. Et en fait ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Quelle image est-ce qu'on a de nous-mêmes? Parce que je parle bien, donc ça veut dire que je suis blanche. Ouais. Donc, et c'est ça qui est... C'est terrible, ce genre d'association. C'est-à-dire qu'on se dévalorise nous-mêmes, tu vois. C'est ça. C'est très ancré. Il y a toute une communauté qui se dévalorise elle-même parce qu'elle estime que savoir bien parler, ça appartient juste à une certaine couleur de peau, quoi. C'est ce qu'on nous a ancré dans la tête, en tout cas. Et c'est surtout aussi le fait qu'on ait un manque d'exemples. Parce que même pour en revenir au cinéma, les représentations qu'on avait, soit elles n'étaient pas là, soit c'était toujours la classique femme de ménage. Ou alors c'était des ricains, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait les noirs cool et les noirs pas cool. Les noirs pas cool, c'était mon oncle Jean-Joseph ou Dieudonné. Et puis, il y avait les noirs cool, Denzel Washington, Don Cheadle. Ça, c'était les noirs américains sont les noirs cool. Ouais. Donc, on n'avait pas de représentation, on n'avait pas d'exemple. Et donc, vu que tout ce qu'on nous montrait était généralement à connotation négative, évidemment, comment est-ce que tu veux dire avoir une bonne image de toi quand tu te retrouves pas dans les journaux, dans l'actualité, dans les bouquins? Parce que tu dois aller chercher des bouquins de gens qui te ressemblent ou qui écrivent sur certaines problématiques. Ils viennent pas à toi, ils sont pas à l'école. Et c'est ça, à l'école, c'est pas comme si on apprenait, on voulait nous apprendre un peu de la littérature afro ou même afro-descendante, et de gens qui... du Aimé Césaire, moi, en tout cas, j'ai pas découvert ça à l'école, quoi. Tu vois. Exactement. C'est toi-même qui dois toujours faire l'effort de. C'est comme pour l'exemple du maquillage où parfois j'ai des vendus qui sont mal à l'aise. Enfin, maintenant j'ai compris, mais donc je vais plus dans ces magasins, mais des grandes surfaces ou certaines lignes où on me dit je suis désolée, mais j'ai pas votre teint. Maintenant ça va mieux, ça avance, mais tu dois aller dans un endroit précis. Tu peux pas faire comme tout le monde et aller dans n'importe quel magasin. Tu dois aller dans un certain quartier qui est fait pour toi, entre guillemets. Et c'est la même chose pour le reste. Tu dois toujours aller faire l'effort. Et c'est pas là à ta disposition, voilà. Rokhaya Diallo disait ça dans une interview. Et je trouvais ça hyper touchant parce que c'est quelque chose que, en tant que comme noir, forcément, on rencontre moins, sans doute. Mais d'office, quand tu veux te maquiller, tu vas dans certains shops appropriés pour, et tu découvres pas... ton teint, où tu vois la vendeuse qui te fuit du regard en mode je saurais pas t'aider, de toute qui manière, panique. Ou alors tu es gris, quoi. Ouais. C'est tout simplement. Ou alors t'es gris. Voilà, parce qu'on va absolument te vendre un truc, donc on dit non, ça te va très bien, mais en fait non. Et ça ça m'arrivait même dans le pro. Hein. Ouais, dans le pro. J'ai toujours fait mon maquillage moi-même parce que j'avais pas seulement de maquilleuse, ça c'est pas un souci. Mais et même quand j'avais des shootings ou des choses comme ça, je sais que je dois amener mon propre maquillage. Et je sais que je vais me maquiller moi-même, parce que sinon, c'est une catastrophe, en fait. C'est vraiment... c'est très années 80. Tu vois les Kezia Jones, ces trucs comme ça, où vraiment, il y a un filtre comme ça. C'est pas l'effet de l'argentique, c'est vraiment, il y a un filtre qui est là. On t'a soufflé la poudre au visage, quoi. T'as pris beaucoup de cocaïne, je pense, parce que c'est pas possible. Et donc, en fait, tu dois avoir toujours ton matos, payer ton matos toi-même. Bon, Anne-Sarah, il faut que je te fasse l'introduction que je t'ai promis. Oui, pardon. Ça fait... Je parle. Non, mais t'inquiète, c'est nous qui parlons à deux, mais je t'avais prévu un petit truc. Voilà. Attends, laisse-moi te lire. D'habitude, je la fais pas, je le laisse pour à peu près sérieux.
Mais j'étais inspiré pour toi, je sais pas, à travers toutes les lectures que j'avais fait sur toi. J'ai dû dig deep. Hein. C'est vrai que tu disais que t'aimais pas vraiment les interviews, c'était vrai. Bah oui, j'ai toujours quasi refusé parce que je suis trop mal à l'aise. Vraiment trop mal à l'aise. Quoi. Là, c'est la première fois que je pense. Ouais, plus ou moins. Ouais, voilà, parce que généralement, c'est des trucs de. Ouais. On va retenir quelques questions, si c'est télémoustique, voilà. Ouais. Mais là, il y a un autre game, ce qu'on est en train de faire là. Donc, merci pour l'expérience. Mais t'inquiète. Attends, c'est même pas encore fini, tu me dis merci, attends. Alors, Anne-Sara est youtubeuse, présentatrice, animatrice web. Elle dissèque l'information quotidienne qui nous afflue et nous réalise des petites perles de synthèse de l'actu. Son sourire, son aisance face cam, bref, son charisme crève l'écran et transparaît même lorsqu'elle discute des sujets les plus ardus. Car oui, Anne-Sara ne manque pas d'aborder, d'investiguer et de pointer les injustices, les inégalités, les discriminations de ce monde. Derrière son trône de reine des potins, Anne-Sara parle de la jeunesse, de ce qu'on aime, de ce que l'on déteste, du combat des mecs, du combat des meufs, du combat des gender queer, des hommes, femmes, trans, des hétéros, des gays, bi, pan, asexes, juifs, musulmans, shintoïstes, laïcs. Tu reconnais un petit peu ? Oui, je reconnais. Noir, blanc, asiatique, riche, pauvre, moyen, valide, neurotypique, somme toute. Elle est inclusive au possible et mène un combat quotidien pour l'amour et l'acceptation de tous. C'est finalement là où réside sa plus grande force. Mesdames et messieurs, il n'y a que nous dans cette pièce. Mesdames et messieurs, voici Anne-Sara. On peut l'applaudir, on va faire semblant. Merci. Voilà. Est-ce que vous entendez dans notre... voilà, on était en train de taper sur nos genoux. Voilà, c'était la petite intro. Mais franchement, c'est incroyable. J'ai envie de te piquer ça. Mais il faudrait que je te paye pour que ce soit tu fasses ma bio, en fait. Tu sais, ça coûte, tu peux faire payer ça cher en plus. Hein. Pour faire une bio des gens. Selon le nombre de phrases, ça peut aller à partir de 700 €, 400 €, plus 1000. Je te jure. Et là, franchement, par rapport à ce qu'on m'a déjà fait. Mais attends, mais tu sais que c'est une grande partie. J'ai vu une de tes vidéos. De Easy et j'ai trouvé c'était ton adieu d'ailleurs à Easy. Ah oui. Ouais, et je pense que t'avais écrit ça et tu l'avais tellement bien delivered, tu vois, que j'étais là, mais attends, je vais le reprendre pour c'est moi qui ai écrit ça. Mais je te jure, il y a une partie tu vois, où tu dis les différents combats et tout, et j'étais là, c'est génial quoi. C'est une très belle intro, franchement merci Aubin. Mais t'inquiète, ça, je mets bien mes invités. Du coup, je peux te poser des vraies questions maintenant. Oui, je t'en prie. C'est quoi ta routine de travail ? Est-ce que tu es plutôt du genre à procrastiner à fond avant la dernière minute, avant d'écrire ? Guilty. Ça a toujours été... Mais j'ai toujours réussi mes examens comme ça. Hein. Enfin, jusqu'à la 6e, quand on a parlé. 6e que j'ai redoublé 3 fois. Comme j'ai dit, SO les déscolarisés, les décrocheurs. Hein. Mais ouais, non, c'est ça, c'est vraiment toujours à la dernière minute. En fait, j'ai l'impression que je dois être dans le rush pour que l'inspiration me vienne. Sinon, en fait, j'ai l'impression que je suis toujours à côté. Peut-être ça part d'un manque de confiance personnelle. Et donc, si j'y réfléchis, je me dis non, je suis à côté de la plaque, machin. Mais si j'ai pas le choix, que j'ai 4 heures devant moi, et je vais me pousser justement à être là et à me réveiller peut-être à 6 heures du matin alors que j'ai un tournage à 10 heures, parce que je sais que dans le rush, je vais pas avoir le choix. Là, tu dois créer et ça vient naturellement. Je vais pas repenser à mes phrases 10 000 fois, ça va être naturel et c'est ça qui va bien donner en fait et qui va faire que les gens vont accrocher dans le sens où c'est naturel, c'est pas des phrases préécrites, réécrites et on se reconnaît. T'as bien remarqué dans ce que j'écris, je parle comme si je parlais avec mon pote. C'est vraiment ça le but de base. C'est comme si je parlais avec mes potes. On se casse pas la tête. T'essayes ce qui je trouve ça trop cool dans la façon dont t'écris. En tout cas, tu dissèques l'actu, c'est que tu essaies de vulgariser le plus possible, mais en même temps de ne pas manquer d'informations et de véracité des propos. Et donc, tu vas parler, et on va t'entendre comme si tu parlais à un poteau, mais c'est pas pour autant que tu vas je sais pas, dire de la merde ou tu vois. Ouais. Tu arrives à balancer finement le juste milieu entre l'accessibilité et la personne qui donne quand même des bonnes infos. Voilà, je te jette des fleurs encore davantage. Mais ouais, donc du coup, t'es un peu plus procrastineuse. Exactement. Ouais, c'est vraiment la laziness jusqu'au bout, quoi. Faut vraiment me pousser pour que je fasse les choses. Mais une fois que je suis dedans, je suis vraiment passionnée et j'y vais à fond, quoi.
Et donc, ouais. Et en fait, c'est de là que les blagues me viennent parce que je suis en train de m'expliquer la chose à moi-même. Le fait que ce soit vulgarisé, c'est que je me suis toujours dit, déjà, comme disait ma mère, la chose que tu auras toujours pour toi, c'est le savoir. Peu importe le reste, mais la connaissance, c'est à toi et personne ne pourra te l'enlever. Et ça t'amènera partout. Et donc, on a toujours mis un point d'honneur à ça, à la culture dans ma famille, à la lecture. Et donc, ça a toujours fait partie de ma vie et ça a toujours été très important. Mais j'aimais pas tout ce côté guindé autour du savoir et de la culture, en fait. Tout ce qu'on voit à la ça télé. appartenait qu'à une élite. Voilà, si tu regardes Ruquier le samedi soir, je sais plus c'est quand, on n'est pas couché, et c'est des grands discours avec beaucoup de mots compliqués, alors que, frère, on pourrait parler simple, que tout le monde comprenne, en fait. Ça pourrait être accessible à tout le monde, mais on rend ça tellement compliqué. Il y a cette espèce de bourgeoisie comme autour de l'art, alors que l'art, de base, en fait, l'art, c'est pour tout le monde, c'est censé pouvoir parler à tout le monde. Pourquoi est-ce que c'est embourgeoisé comme ça? C'est pas normal. Et c'est la même chose avec le savoir. Le savoir doit pas être bourgeois comme ça. Et c'est comme... j'allais dire, tu vois, je vais encore partir dans des discussions. Je pensais à Aya Nakamura ou à Jul, quand au final, ils se faisaient critiquer pour leur orthographe, pour leur façon de parler, pour leurs expressions. Mais au final, c'est les gens qui vendent le plus d'albums. Mais on les traite encore au rang d'analphabètes parce que, mais en fait, la musique, c'est pas avoir une bonne orthographe. La musique, c'est pas ça. Et vous voyez bien que, en fait, à leur façon, ils ont le talent. C'est pas une question d'intellect ou de belles phrases ou de grandes phrases. Enfin, ça n'a pas de sens. Et au final, ils parlent très bien. Enfin, nous, on comprend ce qu'ils disent. C'est juste qu'ils parlent pas à une certaine élite. Et moi, j'ai pas envie de m'exprimer auprès de cette élite spécialement. J'ai envie de m'exprimer auprès des gens qui me ressemblent. Bah ouais, et puis la plupart du temps, ils sont à l'image de la plus grande majorité des gens, en fait, tu vois, ou de la jeunesse, du moins. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il y a quelques expressions qui nous échappent quand on entend Jules parler, mais après, nous, on est belges, donc bon, il y a peut-être aussi d'autres trucs, mais ouais, et ce que je regardais dans des interviews et tout, où ils se disaient, mais non, mais ils parlent comme nous, en fait, tu vois. Jules, il parle comme nous, c'est juste... Et puis, il y en a d'autres qui sont... voilà, qui regrettent un temps révolu de... Ouais, mais c'est ça, mais désolé, mais j'ai plus de points en commun avec Aya Nakamura ou Weshden que j'en ai avec Michel Sardou, quoi. Et surtout, et franchement, quand t'entends ces discours et certains textes, les textes d'Aya sont peut-être plus élevés à des moments où, en fait, tu te dis juste c'est une meuf forte qui a envoyé peut-être bouler son mec. Ça peut paraître une histoire simple, mais au final, ça montre que, ouais, et ben en fait, je fais ce que je veux et je décide pour moi. Dans un truc de Michel Sardou, tu vas entendre j'aimerais violer toutes les femmes. Donc, excusez-moi, mais oui, effectivement. Voilà, quoi. Ouais, le côté, je sais pas, un minimum de tolérance pour le travail de chacun, quoi. Si c'est pas un travail qui te plaît, mais juste, ben, du coup, ne le check pas. Et juste... tiens-temps à du Michel Sardou. Voilà. Et puis les deux ne sont pas forcément indissociables. Moi, j'adore écouter des vieilles rengaines françaises et en même temps, j'ai une culture ricaine hyper forte aussi et j'ai aussi une culture de rap français de maintenant hyper développée. Non, juste un peu, j'apprécie, quoi. Non, tu peux dire les termes, hein. Dis les termes, vraiment. Mais donc, du coup, c'est pas forcément... tu vois, c'est pas parce que un jour... j'ai envie d'écouter... j'ai oublié l'artiste qui chantait Aline. Tu vois ou pas? Christophe. Ouais, voilà. RIP d'ailleurs. Ouais. Christophe. Non, mais vraiment avec le cœur. Et qu'un autre jour, j'ai envie d'écouter... ouais, je sais pas moi. Bah, du coup, du Jul, du Aya. On écoute ce qui nous parle, en fait. Ce qui nous touche, tout simplement. Qu'est-ce qui te donne envie de gratter? On en a déjà parlé un peu au début de l'interview. Ce qui me donne envie d'écrire? Ouais, d'écrire et de partager aux gens. Généralement, ça doit paraître négatif, mais c'est mon énervement. Ma frustration et mon énervement, c'est de là que vient... Ça va être trop le côté de l'artiste torturé. Il y a besoin d'être malheureux pour créer des belles choses. Mais malheureusement, pour moi, c'est le cas. J'ai vraiment du mal à écrire sur des choses positives. Parce que ce qui me donne envie d'écrire et ce qui m'a donné envie d'écrire à la base, c'est que... À la base, c'est pas tout le boulot qu'on m'avait demandé. Et je me suis retrouvée à devoir faire quelque chose. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie, pour une fois, donner mon avis. Parce que, comme je te disais, j'étais pas quelqu'un qui m'exprimait ou j'osais pas m'exprimer. Et ça a été vraiment ma plateforme Mizi, par exemple, où j'ai créé cette émission. Et au fur et à mesure, elle a évolué avec moi. C'est comme si on avait vécu notre adolescence ensemble et le côté préadulte, où... je me suis construite à travers ça et j'ai appris enfin à dire ce que j'avais en tête et à apprendre à l'exprimer aussi, à transformer ça en outil pour les autres aussi.
pour qu'ils puissent aussi exprimer ce qu'ils ressentent, et, alors qu'ils n'ont pas spécialement les mots. Et moi, je me suis retrouvée dans cette situation, d'où le fait que j'en ai fait ce que c'était, quoi. Mais à la base, ça venait vraiment de moi qui grandis, et donc toutes mes frustrations, les débats, les choses que je comprends pas, qui me choquent, qui me frustrent, et qui me mettent en colère, et j'en parle dans mes émissions. Et c'est ça qui me donne le moteur d'écrire. Je me fais tout un discours dans ma tête, tout se passe, tout s'image en fait, Ouais. vraiment dans ma tête, et j'ai tous les trucs qui viennent, et juste je le pose, je l'écris. Et puis je le fais. Donc en fait, quelque part, si je comprends bien, tu vois, c'est une façon pour toi, de base, de nourrir ton besoin de justice, de juste gratter et de voir ce qu'il en est, ou d'investiguer pour toi-même. Et puis ça. par ricochet, tu dis mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont résonner avec ce que je ressens. À la base, c'est vraiment un catharsis, et puis c'est devenu justement ce que tu dis. Ouais, je me suis dit autant m'en servir justement. En fait, ça devient un objet militant. Ouais. Et tu vois, du coup, t'en as un petit peu parlé, mais t'as créé Easy News sous Tarmac. C'est ça, exactement. En 2017, c'était quand? Ouais, c'était 2016-2017, je pense. C'est la première fois, trop cool, parce que j'étais au début de l'UNIF et tout. Et vraiment, pour la première fois, je voyais quelqu'un qui nous ressemble un peu, qui donnait des informations comme nous, tu vois, et qui parlait comme nous. C'est fou, mais ça donne tellement... c'est chouette, parce que il y a un côté représentativité. On se sent reconnu, tu vois. On en parlait du coup en début hors antenne, hein. On disait que voilà, c'était difficile de regarder la télé quand on grandissait, et de voir des gens qui sont comme nous, qui nous ressemblent. On devait se comparer à beaucoup de ricains, on devait... Voilà, et ou se comparer à des gens qui forcément n'étaient pas super valorisés à la télé. C'est ça. Et les grands exemples, ils étaient peu nombreux, et c'était cool de voir quelqu'un de notre génération qui émergeait et qui était à la télé, sur nos smartphones maintenant, parce que la télé s'est dépassée. Mais ouais, donc t'as créé Easy News, ton petit bébé. Comment t'es venue l'idée? En fait, à la base, j'ai eu une semaine pour le créer. En fait, j'avais une première émission, et en fait, elle n'a pas fonctionné. Et là, je me suis retrouvée toute seule, parce qu'à la base, on était deux. Et on m'a dit, t'as à peu près une semaine pour nous trouver un truc, quoi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Raconter de l'info. Mais raconter de l'info qui peuvent intéresser. On veut le flop. C'était quoi l'émission? Ça s'appelait Bad and Breakfast. Et ça avait été créé par le chef éditorial et l'équipe. Et en fait, ça fonctionnait pas du tout. Et voilà, je pense qu'on n'arrivait pas à se l'approprier aussi, tout simplement. C'est peut-être pas quelque chose qui nous ressemble, moi en tout cas, qui me ressemblait. Donc je pense que j'avais peut-être du mal aussi là-dedans. C'était mes tout débuts, donc j'avais même du mal à m'exprimer devant une caméra. Quand on faisait rec, je n'osais même pas dire hello. Après maintenant, c'est des hi guys, à tout va. Ouais, de ouf. Avec la voix qui sature. Hi guys. T'inquiète, le nom, faut pas de me voir, il me dit hi guys. Hi. L'iconique. Ah, ça m'agace. Mais je peux pas m'en empêcher. Franchement, je peux pas m'en empêcher. Est-ce que t'as c'est des la gens phrase qui me met à l'aise, c'est le gimmick, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir et qui te font des hi guys? Ouais, bien sûr. Hi sûr. Sarah. Tout à fait, mais oui. Je leur en veux pas, hein. Je leur en veux pas, c'est normal. C'est comme d'Elena Situation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, de ouf. Ouais, ou même des... Ouais, il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Et c'est malgré nous, et c'est du début, donc c'est potache, et c'est marrant au final. Ouais. Donc c'est attachant. Et c'est bien, parce que si les gens retiennent ça veut dire que t'as ton petit gimmick, quoi. C'est que tu fais partie de leur vie. Et ouais, et donc du coup, t'as une semaine pour créer ce projet. Et donc là, finalement, toi, tu travailles super bien sous pression, donc finalement, exactement. Ça t'a plus servi que desservi. Là, c'est mon heure. That's my stage now. Donc voilà, c'est le moment où jamais. T'as toujours voulu faire quelque chose. Tu vas te débrouiller avec les outils que t'as. Et là, je me suis dit, je vais faire de l'info, mais de l'info qui peut intéresser un public de notre âge, ou qui nous ressemble en tout cas jeune. Peu importe, 15, c'était à peu près la cible, c'était 15-25 comme on dit, parce que dans les médias on donne une cible. Bien sûr. Et donc j'ai commencé par des potins, bien évidemment. Des petits gossips. Voilà, c'est Crème ça. Des potins. Exactement, je faisais 3 potins par émission. Et en fait, ça a évolué, je sais même pas comment, où j'ai changé la version, je faisais plus je racontais qu'un sujet. Et en fait, mes sujets se sont déplacés de potins de plus en plus... sérieux, engagés, plutôt. C'est ça, exactement. Et sans même que je m'en rende compte, en fait, que ça, parce que j'ai dit, en fait, j'ai vraiment grandi en même temps. Donc les questions que je pouvais me poser, ou que je pouvais me poser, en fait,
faisais transparaître dans les vidéos, quoi. Et donc, du coup, tu fais ça pendant 2 ans? Ouais, c'est ça. 2 ans? Ouais, c'est ça, 2 ans. 2 ans. Et arrive le moment où, après 2 ans comme une belle histoire d'amour, une folle aventure. Une folle aventure, tu dois dire au revoir et quitter. Ouais, tout à fait. Pourquoi et comment tu t'es sentie? J'étais vraiment triste. Parce qu'en fait, c'est assez spécial parce que quand tu fais du YouTube, tu te crées une famille, en fait. Maintenant, le truc du YouTube et des réseaux, c'est qu'en fait, évidemment que c'est pas vraiment ta famille, c'est pas tes potes, tu vas pas les enlacer et leur faire 4 bises et salam quand tu vas les voir, mais ça devient une famille. Ils t'envoient des messages. Moi, vu les sujets que je traitais, parfois j'avais des messages très sérieux de personnes qui étaient dépressives, qui avaient des envies suicidaires et qui venaient me donner conseils, qui venaient me demander conseils même sur leur sexualité, alors que je suis pas non plus la personne la plus outillée. Vu que moi je suis femme, cis et en plus hétéro, bon, je suis pas la plus normalement. C'est pas à moi normalement de donner des conseils par rapport à ça. Mais bon, là, c'est des gens qui ont besoin d'aide, donc tu les aides et tu les rediriges. Mais c'est intense en fait. C'est vraiment une relation très intense. Tu fais des amitiés aussi en même temps et ces gens sont là pour te soutenir. Quoi qu'il arrive, t'envoies de la force tout le temps. Et surtout, même quand il y a des commentaires haineux, parce que ça, évidemment, il y en a énormément, surtout quand tu traites les genres de sujets que je traite, tu peux te dire que les HSBC, comme on dit, en masse, et gens qui croient au racisme anti-blanc, il y en a pas mal. Et voilà, des messages de gens un peu en mode FN, j'en ai reçu, tu vois. Mais tu vois en commentaire, en fait, qu'à peine il y a un commentaire haineux qui sort, qu'il y a une team de 100 personnes qui vont venir clasher le gars ou la meuf. Défendre et t'as même tes pas besoin, arrières. voilà. T'as même pas besoin de venir réexpliquer, ou même quand les gens se posent des questions, parce que ça arrive de juste pas comprendre. Et donc, pour poser des questions, ils vont de manière bienveillante répondre à cette personne. Ça crée une espèce de chaîne comme ça. Et c'est vraiment assez incroyable, les liens et les rencontres et ce que autant peut-être j'ai apporté au public, même si je me rends pas compte, autant on m'a apporté en retour. C'est assez incroyable et se retrouver. Tu dis, je suis pas seule en fait. Parce que moi, je l'ai fait à la base pour moi. Je réfléchissais même pas au fait que ça allait être diffusé. Parce que si tu commences à penser que ça va être diffusé, que les gens vont te voir, ça va pas aller. Donc, tu fais vraiment, genre, t'es devant ton miroir et moi, c'est vraiment, je me parlais à moi-même. Et donc, le fait que, en fait, ce que je dis, ça intéresse des gens et surtout, il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. C'était ouf. Et donc, du coup, au moment où tu dois laisser ça derrière toi, ben, t'as l'impression de les trahir un petit peu ou plutôt, tu dis, mais comment je sais pas. Ben, j'avais certaines raisons et des bonnes raisons et je pense que, voilà, c'était... Si j'avais pu l'expliquer à mon public, ils auraient tout à fait compris. Ouais. C'était pour mon propre bien-être et ma propre santé mentale et surtout pour ça, à la base. Et ça m'a fait du mal parce que, effectivement, quand tu fais quelque chose sous contrat, ben voilà, ça t'appartient pas, malheureusement. Donc j'ai dû laisser ça derrière moi et c'était vraiment, vraiment difficile. Ça a été vraiment un deuil, en fait, à faire et qui a duré pas mal de temps et maintenant ça va mieux, mais c'est vraiment difficile. Ouais. Surtout que, vu que tu étais suivi par pas mal de gens, et ben les gens se demandaient où j'étais. Déjà, quand il y avait quelqu'un qui me remplaçait, c'était une catastrophe. Donc il a fallu pas mal de temps. Et encore maintenant, des gens, même sur des lives qui n'ont rien à voir, qui me demandent, elle est où, Anne-Sarah? Pourquoi t'as arrêté Easy? Les gars, s'il vous plaît, update. On est 1 an plus tard. Là, quand même, je sais qu'il y a eu une crise, une pandémie mondiale, mais quand même, quoi. Ouais. Ça veut dire que t'as vraiment marqué les gens. Ouais, c'est fou. Mais évidemment, on se rend pas compte. Tu le vois, les gens viennent t'accoster, les gens viennent te parler, mais on n'arrive jamais à se rendre compte de ce genre de choses. T'as l'impression que t'as dû leur demander presque de pouvoir, allez les gars, soyez un peu indulgents, laissez passer la chose, et il y a d'autres personnes qui sont ultra compétentes aussi pour reprendre le flambeau et ils font ça bien. Ou justement, t'étais là... je vais essayer de m'éloigner le plus possible, tout doucement. Et... C'était plus de cette façon-là. Voilà, en fait, j'ai pas vraiment j'ai pas fait une sortie comme j'aurais aimé la faire. C'était assez compliqué. Donc voilà, pour moi, c'est déjà difficile. Donc commencer à devoir gérer le public, c'était au-dessus de mes épaules. Donc j'ai laissé faire. Et voilà, je suis vraiment partie comme ça. Et puis je me suis dit, au moins, fais une belle dernière vidéo. Où tu leur show de love, quoi. Vraiment. Et c'était le plus important, c'est qu'ils sachent à quel point
autant ils ont peut-être l'impression que je suis comme une grande sœur ou une pote, autant l'amour est partagé, quoi. Et que au final, tout ce que je dis, si des gens se reconnaissent là-dedans, c'est parce qu'ils pensent sûrement la même chose, qu'ils se reconnaissent là-dedans. Donc en fait, je suis pas spéciale, je suis peut-être spéciale dans le sens où j'exprime ça dans une vidéo, machin, mais je suis comme vous, en fait. Et j'ai trouvé en vous des gens dans lesquels je me reconnaissais, avec les mêmes avis que moi, et ça m'a fait du bien aussi, en fait. De savoir que j'étais pas seule comme vous, ça vous fait du bien de savoir que vous êtes pas seule quand vous m'écoutez. Et aujourd'hui, tu bosses sur un fact-check. J'ai bossé sur fact-check, Ok. et là j'ai arrêté, et là je bosse pour Amnesty. Ok. Ouais, Tu fais les freely. ouais, exactement. Cette vidéo sympa qu'on peut trouver aussi sur la chaîne YouTube d'Amnesty. Sur Instagram. Et sur Instagram aussi. Petite promo. Petite promo, bah vas-y, c'est Quand on y est. Et ce qui m'étonne avec ton travail, tu sais, pour être un peu aussi dans le monde audiovisuel, c'est que t'as pas mal un regard en post-prod, en fait. Ouais, et les gens ne se rendent pas forcément compte, Ouais. hein, parce que à chaque fois le truc c'est de devoir briefer, parce que vu que j'ai toujours adoré l'audiovisuel, et en fait j'adore l'image, et donc j'ai vraiment un truc, je suis vraiment difficile, quoi. J'essaie d'être plus indulgente. Avant j'étais perfectionniste. vraiment difficile. C'est-à-dire, fais-nous partager. Ça doit être comme ça et pas autrement, et vraiment jusqu'au moindre détail. Mais à un moment tu dois abandonner parce qu'il faut que la vidéo elle sorte. Et puis ton pauvre monteur, il n'est pas payé assez pour faire autant de changements. Donc tu dois faire des concessions. Mais il y a vraiment tout qui est calculé au millimètre. Quand j'ai créé Easy, j'ai dit, en fait, je veux que ce soit coupé comme ça. Je veux qu'il y ait tel plan cam. Je veux qu'il y ait tel mouvement de cam à ce moment-là quand je fais ça. À chaque fois je crée en fait toute une charte au final où je dis, voilà, ça doit ressembler à ça. Les effets, ça doit être ça. Quand je fais ça, à ce moment-là, et tu le sais pour les autres montages, quoi. Et à chaque fois, je décide des inserts, je décide des blagues, de comment, s'il y a un filtre ou pas. Et de la surtout musique, que t'écris en fonction de la façon dont tu vas parler et du montage aussi, quoi. Parce que j'ai l'impression, si t'es un peu dans le game et tu connais, on voit que les temps d'arrêt sont, tu vois. Ouais, parce que les temps, c'est approprié pour le zoom, ouais. pour l'effet, et puis après tu reprends à tel moment. Je dis, ok, ouais, on voit le travail. Mais tu regardes mes rushs, c'est un cauchemar. Je suis là, ouais, alors machin. Et puis je dis à mon monteur, et je m'arrête. Et mon monteur, il comprend pas, je suis juste. Et puis je dis, en fait, c'est parce que là, il va y avoir une petite scénette, tu vois. Et donc, en fait, après, mais ça, on va tourner après. J'ai m'asseoir par terre, j'ai commencé à faire des pompes, et puis j'ai fait un cumulé, n'importe quoi. Ah ouais. Et je fais des trucs, mais c'est pour ça que dans mes vidéos, tu es vraiment vois. une réelle un peu, hein. En même temps d'être comédienne. Ouais, c'est ça. Easy, par exemple, je l'ai vraiment, et même Freely, je l'ai scénarisé, réalisé. Ouais. Voilà. Ce que je fais, c'est pas la caméra et le montage. Ce serait trop. Et heureusement, là, par exemple, j'ai une super personne. Alexandre Brem qui fait un super taf et qui me comprend, qui a la patience. Comment tu fais d'ailleurs pour travailler avec les gens autour de toi? Ça demande beaucoup surtout quand tu es aussi autant perfectionniste, et tu sais, moi j'imagine plus ça comme, tu vois, tu as une vision de l'aboutissement de ce qui doit être rendu. Exactement. Et en même temps tu dis, non, attends, c'est pas comme ça. Et transmettre ça à quelqu'un, à une autre personne qui est pas forcément dans ta tête, c'est pas facile. Et ça peut heurter même tu vois, le travail de certains. Et je pense que c'est beaucoup d'humilité aussi pour ton équipe de production, pour faire, ah oui, ok, d'accord, je prends comme ça. Je sais pas, donc du coup, toi, t'as dû apprendre à trouver les mots pour pouvoir préciser qu'est-ce que toi tu voulais. C'est ça. Après, j'ai fait des études en secondaire, j'étais en audiovisuel. Donc j'ai appris à faire du montage, j'ai appris le matos caméra, après j'ai perdu mon savoir, j'ai appris le son aussi. Okay. Et donc je savais déjà comment diriger, les mots à utiliser, si je te joue un plan comme ça, je sais que c'est un travelling avant, je sais que voilà. Mais donc j'utilise ces termes-là généralement, et puis sinon je fais des phrases qui n'ont aucun sens, puis la personne fait fait un truc qui est à côté, et ce que je comprends tout à fait parce que ma phrase n'avait aucun sens. Et puis je trouve un autre moyen, c'est à moi de m'expliquer et de trouver une autre manière pour que la personne comprenne, c'est à moi de m'adapter. Et à force, tu t'es perfectionniste, sauf que tu dois te rendre compte du travail que les gens à côté de toi ont. Et c'est pour ça que j'ai adoré faire du visuel, et que même je m'intéresse à plein de choses, parce que c'est toujours intéressant dans une équipe de savoir un peu ce que tout le monde fait.
tu dois savoir, même quand t'es manager, même quand t'es, je sais pas, chef édito, tu dois savoir un peu en quoi consiste le boulot de chacun, je pense, pour être un bon manager, pour être un bon chef et pour pouvoir bien communiquer avec eux et aussi pouvoir faire transmettre ce que tu veux. C'est important, c'est à toi de faire l'effort. Et c'est ça, je pense, que j'ai appris aussi à faire, et que oui, parfois, il faut faire des concessions. Mais rien ne sera jamais parfait. Si je pouvais, je travaillerais sur un montage pendant 1 an, mais vas-y, on sort le truc. Sur une vidéo de 8 minutes, tu travailles dessus pendant 4 mois. Ouais. Non, je connais le rôle. Ouais, de ouf. Puis je pense que, comme tu dis, hein, ça demande... le temps est révolu des gens qui travaillent dans l'audiovisuel et qui ne maîtrisent pas le travail de chacun, tu vois. Et pour ma part, c'est un peu la même chose. J'ai eu la chance de m'associer avec des gens... qui sont extrêmement... on est une team extrêmement bienveillante et qui savent au moins... j'ai toujours eu l'idée de ce que je voulais amener. Mais je sais pas, ça passe aussi dans la façon dont tu l'apportes aux gens, tu vois. Tu dis pas d'une manière droite et carrée. Non, ça doit être comme ça. Tu dis, tiens, moi je voyais la chose comme ça. Qu'est-ce que toi t'as apporté à notre travail? Et puis on est une team, quoi. Exactement, on est une team. Et peut-être qu'ensemble, en fait, on va trouver quelque chose encore mieux en discutant. C'est souvent comme ça. C'est parce que parfois, ta vision, elle est calée. Et puis en plus, c'est terrible parce que parfois, ta vision est calée. C'est ce que toi, tu voulais. Et puis tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. En fait, c'est nul. Exactement. Et alors, tu es là. Et ton monteur te regarde, ou ton réal, ou ton chef-op. Tu vois, je t'avais dit, dit à la base. Et c'est d'où le fait de travailler avec des gens pour qui ce travail-là les nourrit. Je sais plus parler français, ça va plus. Non, les nourrit. Et donc tu vois que ils sont là en mode, ok, non, t'inquiète, on va trouver une solution. Moi, je pense qu'on pourrait apporter ça pour l'identité graphique, on pourrait apporter ça ou et ce temps-là, parce que ils sont contents, quoi. Ils veulent finalement que le rendu soit le plus juste, le plus accessible, le plus beau possible, le plus esthétique. Ouais, donc de toute façon, le but de chaque partie, c'est qu'on rende un produit qui est chouette, quoi. Qui est canon et dont on est fier, en fait. C'est ça l'essentiel, c'est qu'on soit fier et qu'on soit là. On a poussé au plus qu'on pouvait à ce moment-là. C'est ça. Ok, peut-être qu'après 1 an, 2 ans, tu regardes ça et tu dis, merde, quoi. Tu te souviens qu'on a sorti ça et t'es un peu... On en parlait un peu, ouais. Et t'es un peu déçu, mais t'es là, voilà, mais pour l'époque, pour le moment, bien sûr, c'était génial. Et regarde où on est maintenant. C'est tout ça qu'il faut se dire, c'est toujours regarder Started from the bottom. L'avant. Now we're here. Now we're here, exactement. Now we're here. Est-ce que t'as l'impression que tu brides un peu ta façon d'écrire aujourd'hui, parce que maintenant, t'as quand même une base de followers assez conséquente, mais une façon d'écrire où tu te dis, ah, mais ça, peut-être, ils vont pas aimer, je vais pas dire ça comme ça, ou je vais juste pas dire ça du tout, ou justement tu restes, tu dis écoute, non, je vais écrire ça, et puis advienne que pourra. Franchement pas. En fait, c'est plus difficile quand je vais m'adapter à l'âge du public. Selon ce qu'on veut, si c'est un public plus jeune ou si c'est un public plus âgé. Et donc parfois ça peut être difficile de laisser aller le naturel, parce que tu dois utiliser tu dois changer un peu les sujets et la façon sous quel angle tu vas les aborder. Si ça va être très explicatif ou si ça va vraiment être un avis, une chronique. Okay. Donc c'est plus ça. Mais ça, sinon me brider, au début, j'étais vachement en colère. Donc j'avais Pamela Ancard, une journaliste, qui m'a aidée tout le temps avec Lazy. On se voyait chaque matin, j'écrivais, puis elle revoyait à côté de moi, elle m'aidait parfois à trouver des sujets, à écrire certaines choses, à me dire, bon, peut-être là, dose un peu, parce que c'est vachement vénère. Okay. Parce que j'ai une tendance à dire les choses assez crûment, et voilà, et je pense que... Sur des faits d'actu qui se seraient passés, et puis t'es vachement là. C'est ça. Genre, t'es un gros violeur, en fait, c'est tout. Enfin, tu vois. Okay. Mais après, oui, t'es un gros violeur, mais je veux dire, il y a une façon aussi parfois de le dire, de l'amener, qui est plus fine, je pense, et qui va plus te servir. Au lieu d'être juste quelqu'un qui crie et qui est en colère, au final, on prend pas vraiment le fond, au final. Donc... Ouais, non, je me bride pas, sinon. J'ai toujours eu ce côté négociatrice, je pense, où j'ai toujours réussi à faire passer une pommade. Tu sais, genre le truc du sandwich, comme j'appelle ça. C'est tu dis un truc positif, puis tu dis le truc négatif, puis tu dis le truc positif, et ça passe. Et ça passe. C'est tous des petites astuces comme ça. Voilà, et je pense que j'ai toujours eu ce truc-là, donc ça c'était assez facile. Et puis, tu sais, parfois, il y a des gens qui ont du mal, et peur d'offenser certaines personnes par leurs propos, et ça arrive, c'est normal, parce qu'on n'est pas parfait. On parle souvent, de plus en plus maintenant, de pureté militante, dans le fait qu'on a l'impression de devoir être irréprochable, de devoir tout connaître, d'être omniscient. Mais c'est pas possible. Même quand tu veux être vraiment bienveillant,
tu vas peut-être pouvoir dire des choses de travers et c'est ok. Et on est là pour apprendre, tu vois. Mais ça va, vu que j'ai toujours été dans la même vibes très intersectionnelle, on va dire. Ça n'a jamais quelque chose à laquelle j'ai dû réfléchir, tu vois. C'est quelque chose qui est assez naturel parce que je suis comme ça dans la vie. T'es quelqu'un tu veux dire, assez inclusive. Ouais, voilà. Et donc, du coup, tu t'essaies de... C'est ça, j'ai grandi comme ça, j'ai grandi dans une famille qui m'a éduquée comme ça. Donc, tu vois. La question LGBT, elle a toujours été dans ma famille. Et j'ai pas commencé à dire on avait des amis gays, on avait des amis trans. Horrible phrase. Mais ça, ce que je veux dire, c'est quelque chose depuis toute jeune où j'ai eu cette chance-là de pas grandir dans une famille, je sais pas moi, raciste ou homophobe ou transphobe ou tu vois, des trucs comme ça, quoi. Il n'y a jamais eu ce truc-là. J'ai toujours été entourée de personnes hyper diverses et variées. Donc, et mes parents m'ont éduquée comme ça. Donc, mais t'es assez à l'aise, j'ai l'impression, en t'entendant parler, avec le fait de ne pas être parfaite. Tu vois, tu vois, il y a un côté... moi, je sais que j'ai clairement un problème sur ça, mais tu vois, où tu veux plaire au maximum. Et tu te dis, non, mais ça me demande beaucoup de pouvoir parler... déjà, mon rôle, mon métier, c'est d'être psy. Et déjà, je casse les codes en ayant une émission où je parle de mon histoire. Tu vois, je me dis, mais quel genre de... Le cordonnier. Mais vraiment, c'est ça. Et ben, en même temps, on est humain. Et j'en parlais énormément avec mon daron, qui se trouve aussi être du métier. Et je lui ai dit, tu penses que ça va me faire... ça va m'apporter du négatif dans ma carrière de pouvoir parler aussi crûment de moi, mes propres blessures, et d'impliquer aussi une partie de mes parents, etc. Et je me dis que... Enfin, il m'a dit une parole sans doute un peu sage, mais il m'a dit, mais de toute manière, t'es humain, tu vois. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de ne pas montrer tes failles et tes échecs et tes doutes, tes peurs, sous prétexte que tu es censé aider les gens par rapport aux leurs, tu vois. Et j'ai l'impression, en regardant tes émissions et en regardant, en écoutant et en lisant ce que tu fais, que tu as fait une croix un peu sur le fait, ah non, je dois absolument être parfaite, et donc tu essaies un maximum d'inclure et de, tu sais, comme tu dis, donner un peu de positivité avant de donner du négatif pour pas heurter trop, mais d'essayer de pousser la porte, quoi, d'essayer de faire avancer les choses quand même. Je pense que c'est important en fait aujourd'hui, et ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit avec les gens qui sont depuis les réseaux, depuis YouTube, pour toujours en revenir à ça. Mais ce qui plaît aux gens et au public, c'est de se sentir proche, de voir que les gens leur ressemblent, que en fait on est pareil, toi et moi. Il y a plus ce truc de célébrité des tapis rouges dans Oups ou Voici ou je sais pas quoi. People. People Paris Dimanche, puis c'était. Moi j'ai les refs. Ouais. MP3, tout ça, on en parlait. Vieille âme. Clapet. Parce que t'avais le Sony Ericsson qui s'ouvrait en clapet. Non, j'avais pas tué toutes les touches. Ça, c'est un truc trop compliqué pour moi avec mes gros doigts. Je savais pas manier ces trucs-là. Impossible. Blackberry ou les clapets avec plein de touches là comme ça. Ouais, ça, je pense que c'était les Sony Ericsson. Et puis après, t'avais ceux qui s'ouvraient en battant à deux comme ça. C'était Motorola. Ouais, les Motorola rose qui étaient dans toutes les séries et dont j'en pouvais plus parce que je crois qu'ils étaient dans une série, j'étais là. That's my phone, quand il était dans les frères Scott et qu'on regardait parfois, tu vois. Ouais, les Motorola. T'avais quoi, du coup? Le Nokia 3310? Je crois que j'ai eu un Nokia 3310, puis j'ai eu un des premiers Sony Ericsson en couleur. C'était les premiers téléphones en couleur. Okay. Et puis après, j'ai eu le fameux Motorola, j'étais trop heureuse. C'était le plus beau jour de ma vie. Je le faisais clapper pour n'importe quelle raison. Alors, au lieu d'ouvrir, j'aimais regarder l'écran. Et j'avais des petits, tu sais, les trucs que t'accroches en plus. Tu sais, très kawaii, en plus, vraiment kitsch. Je collais des strass, des Hello Kitty, enfin vraiment le cliché sur pattes, quoi. Ah là là. On remonte dans notre enfance, c'est trop bien. Mais j'ai oublié de... J'ai même pas répondu à ce que tu me disais, mais je pense que c'est important de montrer qu'on est accessible, de montrer qu'on on est les mêmes. Il n'y a pas cette distance et ce piédestal à mettre, en fait. Et je pense que c'est important, même dans ton métier. Moi, ça me plaît, en fait, justement, de voir que tu as cette émission, que tu parles de toi aussi et que tu partages. J'ai pas besoin spécialement d'être face à un mur à qui je vais tout déblatérer, en fait, quand je suis en séance, parce que quand je fréquentais un psy, et ça m'a vraiment sauvé la vie à une époque.
Et en fait, c'était le fait que justement, il se livre aussi, qu'il puisse me dire des paroles touchantes et qu'il me fasse du bien, tu vois, de me dire que oui, c'est important qu'il y ait quelqu'un, qu'il a heureux de savoir qu'il y ait quelqu'un comme moi sur cette planète, en fait, tu vois. C'est des choses, tu te dis, non, moi, sur cette fois, mais non, on a besoin de personnel, on a besoin de mots touchants, on a besoin de réconfort et de quelqu'un d'humain en face de nous, qui, avec ses faiblesses, qui nous montre un peu ses faiblesses. Et en fait, ce qu'on appelle faiblesse, c'est pas forcément des faiblesses, hein. C'est juste le fait de s'ouvrir. Mais il y a un échange. Généralement, quand tu te vulnérable confies, et voilà, être vulnérable. Et quand tu te confies à quelqu'un, généralement, c'est parce qu'il s'est confié à toi ou qu'il a montré une certaine vulnérabilité qui a fait que tu t'es senti à l'aise aussi de pouvoir partager en retour. Donc moi, je trouve ça hyper important et je vois rien de négatif justement à ça, bien au contraire. Ah là là, si seulement on pourrait parler à plein de gens pour leur dire la même chose, mais je pense aussi que bon, finalement, il y a de tout pour faire un monde, hein, et voilà, quand bien sûr que, mais moi, de manière professionnelle, je me comporte pas de la même manière avec mes patients, hein, évidemment, il y a tout, ben venez pour voir. Non, mais il y a tout c'est une autre formule. Ma foi, quand tu fais, quand t'es dans le field du divertissement, bien sûr qu'il y a un aspect de partage pour que les gens connectent avec toi. Je pense que j'ai vu une interview de Will Smith qui disait que du coup dans les années 90, tu vois, il était à fond dans, tu vois, ce que tu disais avec l'écart entre la populace et les restats, tu vois, voilà, pour être une resta, il fallait, mortel. voilà, il y avait un aspect mystique et mythique que tu devais avoir et tu devais entretenir. Et il disait, moi, l'internet et les réseaux, ça m'a tellement aidé pour me rapprocher des gens, me permettre d'être plus humain et plus faillible, en fait, et de pas être ce Dieu vivant sur Terre. Et c'est pour ça que les gens l'adorent, je pense. Et c'est un de ceux qui réussit le mieux. Et il est vraiment très fort pour ça. Évidemment qu'il y a un côté aussi, voilà, c'est pas que du cœur, il doit faire ce qu'il fait aussi, mais tu sens que c'est sincère. Vraiment, et c'est vraiment hyper agréable. C'est pour ça que je pense que tout le monde le suit, même les gens qui regardent pas ces films, qui n'ont rien à faire de suivre sur les réseaux. Oui, j'avoue. Honnêtement, je vais pas aller voir Bad Boys 5, mais en tout cas, je vais regarder ses stories, ça c'est sûr et certain. Ouais, de ouf. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui sans doute le suivent, même uniquement sur les réseaux, tu vois. Et vraiment. Juste... qui est trop drôle. Ouais, et qui le connaissent pas de ces films d'avant, quoi. Qui connaissent pas Men in Black, ils disent ah non, mais je vois, c'est le type sur Instagram. Ouais, Will avec Smith avec TH. Ouais. Aïe. Mais j'allais justement te demander un petit peu comment tu fais. Est-ce que par rapport à ta santé mentale, on va dire, mais t'as posté un super beau message le jour du... Ouais, tu as vu. Et tu sais, je te dis, je fais toujours les choses sans penser que les gens vont les voir. Ah ouais, et puis après, tu te constates que... Non, mais c'était... Ouais, t'as posté un message sur ton compte Insta, c'était le jour du Nouvel An, il me semble. Ouais, tout à fait. Et c'était un peu un message d'acceptation et de positivité et de ne pas trop se culpabiliser. Allez le lire, il est sur... Du coup, le compte Insta... C'est quoi ton blast sur Insta? C'est Anne-Sara NKM. Anne-Sara avec un H à la fin. NKM. .NKM. Tout NKM. Tout NKM. Ah, okay. ouais. Bah, allez checker ça. Et ouais, je m'étais dit, t'es extrêmement brave de livrer ça aux gens. Aussi, tes moments plus faillibles, etc. Bah, je pense que c'est important de montrer aux gens qu'on est humain et qu'en fait, je suis pas juste cette boule d'énergie énervée qui dit et des mots en anglais qui n'ont aucun sens à tout va. En fait, parfois, bah oui, si vous me voyez pas sur les réseaux pendant X mois, c'est parce qu'en fait, je vais mal. Je vais pas bien et que j'ai des moments et en fait, je monte pas cette part-là. Et je me suis dit, en fait, il y a un moment où vas-y, j'ai pris mon courage. Je me suis dit, je dois en parler parce que ça fait partie de moi. Et j'en ai marre de devoir cacher ça. Et évidemment, c'est pas... Parfois, t'as aussi pas envie d'en parler parce qu'avec le monde professionnel, t'es exposé, tout le monde va le voir. Puis même, on va se dire, ouais, mais en fait, peut-être elle est un peu compliquée, en fait. Tu vois, ça peut être... elle va pas être sérieuse pour ça. Ou les gens peuvent avoir une image de toi parce qu'il peut y avoir encore des préjugés aussi. Et s'il y a un moment... Et on a déjà trop de bâtons dans les roues dans ce monde, en étant noir en plus femme. Voilà quoi, The Burden, qui est pour moi au final un gift, Black Magic, Black Excellence. Ouais, non, effectivement. Et là, je me suis dit, je sais pas pourquoi j'ai eu une idée, je me suis dit, vas-y, en fait, je vais balancer ça. Et en fait, j'ai eu blindé de retours positifs et des gens qui se sont reconnus là-dedans et qui ça a fait du bien de montrer qu'en fait,
oui, moi aussi, je vis des moments difficiles et je suis pas que ça. J'ai plein de facettes, je suis humaine et on a tous plein de facettes. Ma passion, c'est pas que de parler de causes. En fait, à côté, j'aime d'autres choses aussi. Ouais, parfois des choses plus légères ou parfois, ça, voilà. je suis totalement humaine, quoi. Ça, je suis pas là tout le temps. Comme je disais ma vidéo aujourd'hui, c'est il faut militer. On va aller à la marche là. Tu peux pas dire C'est pas ma vie, ça, tout le temps. Je suis pas comme ça en train de crier tout le temps. En vrai, tu m'entends là, vous m'entendez là. Mais donc, ouais, je pense que c'est important de montrer ses faiblesses au final. Mais d'ailleurs, et ça peut être un travail sur soi-même. J'allais préciser un truc trop mignon où tu m'as ramené un saucisson parce que, en gros, on avait un premier rendez-vous il y a quelques jours. Et la brave, elle avait un problème en post-prod d'une vidéo qui devait sortir hier. Et aujourd'hui plutôt. Et donc, je lui dis, mais attends, mais absolument pas, viens pas. Juste parce que. Mais moi, jusqu'au dernier moment, je vais me dire, je vais y arriver en fait. Même si je vais être là, un truc qui est à 30 km, et je te dis, dans 5 minutes, je suis là. Ouais, et on avait posé un rendez-vous, et donc, du coup, on a envie d'assumer voilà, ses projets, etc. Et c'est, comment on dit ça, quand tu promets quelque chose et voilà. De tenir ses engagements, quoi. Tenir ses engagements, c'était. Voilà, merci, tu m'ôtes les mots de la bouche. Mais oui, et puis je te dis, mais attends, mais de toute façon, si tu viens, tu seras pas disposé, tu auras ce truc de post-pod dans ta tête. Donc, ouais, t'as justement bien ramené un saucisson pour te faire pardonner. Comme promis, vu que c'est ce que tu consommais en m'attendant. En t'attendant, j'ai siphonné ce fromage et ce petit saucisson. Qu'il est en train de grailler actuellement d'ailleurs, parce que le public ne sait pas, il n'y a pas d'image. Mais... Aïe, aïe, aïe. Je sais plus où on en était, mais je peux te poser une autre question. Et j'ai envie de te demander, voilà, aujourd'hui, tu sembles vivre de ta passion, au moins. Ouais. Même si c'est dur, c'est travers, tu dirais que globalement, tu travailles dans ce que t'aimes et tu le vois le moins possible plutôt comme un travail ou justement comment tu vois les choses? C'est vrai que généralement tout ce que tu fais à un moment, tout devient un travail, c'est normal, il y a toujours une part de ça, mais je savais pas ce que je voulais faire à la base. Je savais que c'était dans l'audiovisuel, je pensais que ce serait derrière la caméra, finalement c'était devant, et je me retrouve là aujourd'hui et en fait j'ai découvert ma passion en faisant la chose. Je savais même pas que j'aimais parler, m'exprimer, donner mon avis. J'ai découvert ça en même temps que vous. J'étais aussi étonnée que tout le monde. et donc voilà, c'est là que j'ai découvert ma passion. Et ouais, non, c'est vrai, je le considère pas comme un boulot. C'est vraiment... et j'en vis. J'ai cette chance-là qui est assez incroyable. J'aurais jamais pensé que c'était possible parce qu'avec tous les stress qu'on nous met, surtout notre génération et surtout celle qui arrive là aussi, on sait à quel point ça va être compliqué, qu'on a pas de nous dire il faut au minimum un diplôme. Effectivement, je conseille d'avoir un diplôme même si moi j'en ai pas un. Mais ça peut pas vous ici mon exemple, mais voilà, c'est une angoisse et de pouvoir vivre de ce qu'on aime, franchement. Et ayant des parents qui ont galéré, une mère qui a vraiment galéré, je pouvais pas ne pas. Je l'ai fait vraiment pour elle, en fait. Je me suis toujours dit, je peux pas être dépendante toute ma vie, donc à un moment, vas-y, fonce, juste fonce. C'est pas dans ma nature, mais juste là, fais-le parce que. Sinon, c'est elle qui va devoir en payer les pots cassés et c'est toi qui vas devoir payer un jour pour elle. Parce que c'est moi qui vais m'occuper d'un moment et je veux pouvoir être là pour elle et lui apporter tout ce dont elle a besoin. Et ça a été vraiment ma première motivation avec le fait qu'elle soit évidemment fière de moi. Et après que moi je sois fière de moi-même aussi, parce que c'est important. Ouais. Et que je puisse me payer des choses aussi. Un toit sur ma tête, des vaccins, une mutuelle, ce genre de choses. Ouais, être un peu indépendante et autonome et avoir ta liberté. Donc toi, tu dirais que ta famille ou même tes parents, surtout ta mère, ça t'a guidé, ça t'a donné l'énergie, la force du désespoir, de te foncer. Ouais, on a vraiment une vie compliquée. C'est vraiment été assez spécial. J'en parle pas trop. On sent l'adolescence. Ouais, l'adolescence, la vie de famille. Enfin bref, c'était survival et mentalement c'était très difficile, tout pour quelqu'un de mon âge. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a appris à juste aller à fond dans les choses, tout simplement, et aller à la débrouille, en fait. Faire avec ce que j'ai, aller à la débrouille, prendre les occasions quand elles se présentent. Et aussi, ce qui m'a aidé à faire mon taf, je pense à être peut-être empathique, ouverte,
ayant vécu pas mal de choses, surtout à peut-être savoir justement comment parler de choses graves avec de l'humour, ce qui peut être parfois compliqué. Mais ouais, c'est justement parce que je suis pas du genre voilà, peut-être que j'ai vécu des choses, donc justement je suis pas du genre à pleurer sur mon sort. Et à un moment, ben, tu t'en rigoles toi-même, tu vois. Mais tu vas pas te lamenter tous les jours. Donc, même tes mauvaises expériences, ben voilà, ou d'un moment, ben. Après les larmes vient un peu le rire sur ces larmes, quoi. C'est ça, voilà. Et donc, il y a une manière c'est peut-être pour ça que j'ai cette manière de manier, justement, la plume et d'avoir cette écriture-là. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui rêvent de faire comme toi? Qui ont un peu ton parcours ou pas? De Desco. Des discours, je sais pas du tout, parce que moi-même, je sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai vraiment pas de conseils, parce que là, c'est pas comme si j'avais suivi un certain cursus scolaire, donc je peux même pas donner ce conseil-là, à part, oui, communication, journalisme, mais après, je pense que ça dépend exactement de ce qu'on veut faire. Moi, je dirais toquer aux portes, ne pas hésiter, et en fait, déjà, même si c'est pas pour quelqu'un, c'est pas pour un emploi, créez déjà vous-même. Moi, même quand je travaillais pas, je créais sur mon ordinateur, je faisais des montages, et ce genre de choses pour mon propre plaisir, pour m'épanouir, et juste le fait de continuer à créer en continu. Dès que vous avez quelque chose qui vous vient en tête, n'hésitez pas à le poser sur une feuille, à le filmer, j'en sais rien, à le dessiner. Moi, évidemment, je parle plus dans le côté artistique, on va dire. Ne pas hésiter à poser des statements aussi, donner votre avis, ne pas avoir peur d'être vu, d'être entendu. Ouais. Osez poser votre voix, osez vous faire entendre. Après, il faudrait aussi qu'on nous laisse l'occasion d'être entendu, parce qu'on s'exprime, mais on ne nous écoute pas, parfois. Mais ouais, c'est ça. C'est juste avoir une certaine confiance en soi. C'est le plus important, en fait, dans tous les métiers. Surtout quand on va dire que tu es moins privilégié. Voilà, il faut gagner une confiance par toi-même. Parce que un type blanc de 40 ans qui va avoir un CV, il va correspondre à 2 critères. Il va se dire, laisse tranquille, j'ai le job. Si toi, t'es une femme, peut-être t'es racisée, ou peut-être t'as des enfants, tu vas hésiter, alors que tu corresponds peut-être à 5 critères sur 6. Mais en tant que femme, souvent, on va trop se poser de questions. Alors que les gars à côté, ils vont pas hésiter. Ils vont avoir cette confiance, y aller au culot, tu vois. Et je pense qu'il faut se créer cet élan, il faut se créer ce culot. Ne pas hésiter à faire du bruit, à déranger. À prendre l'espace, à être là et à se faire entendre, en fait. C'est surtout ça. C'est toujours difficile à dire, et enfin à voir, mais à essayer de gagner confiance en soi et d'oser, quoi. C'est ça. Et c'est très difficile, parce que moi-même, comme je dis, et j'ai encore un énorme manque de confiance en moi, hein, mais j'arrive quand je suis dans mes vidéos, on dirait pas. C'est là que j'ai réussi à trouver l'endroit dans lequel j'ai ma confiance, je suis à l'aise, c'est là que je suis bien, et vous voyez aucune peur, c'est là que je suis à fond, je peux tout faire, et dans chaque passion, peu importe quelle est ta passion, c'est quand tu ressens ça, là c'est que c'est bon. Vas-y, fonce. C'est vrai qu'il y a une partie où on a tous nos craintes, nos doutes, nos peurs, et les endroits ou les moments où on se sent le plus vulnérable et le plus nul, mais en même temps... il y a sans doute des zones où tu sens que ça sonne juste, quoi. C'est ce que tu kiffes. Et aujourd'hui, on a la chance on est une génération qui bénéficie d'Internet, des réseaux, où on peut presque créer à base de rien, quoi. Si tu veux être dans le domaine de l'art, finalement, tu as une plateforme pour montrer ton art, quoi. Et essaie de créer à peu de moyens et fais ce que t'aimes, quoi. Si c'est écrire, partager tes textes, faire du dessin... faire des petites vidéos marrantes sur Internet. Il y a tellement d'histoires folles de gens qui ont commencé juste comme ça. Ouais, sans même s'y attendre. Sans même s'y attendre. Et voilà. Finalement, Mr. V, il était un peu moqué. Hein, à la base. Je sais pas du tout si... Je crois que peut-être les premières vidéos... Ouais, les premières vidéos, tu vois, où c'est un peu éclaté. Et puis après, c'est un coup de maître, parce que il est incroyable, quoi. Mais il faut bien que les gens comprennent que... On parlait tantôt des premières vidéos qu'on a pu faire, des premiers projets qu'on a pu faire, où maintenant on regarde ça et mais quand les gens nous rencontrent maintenant, ils disent « Oh, waouh, quel travail, impressionnant !» Mais vous croyez que je suis partie d'où? Vous croyez que ça a toujours été comme ça? Il y a eu un bon moment de travail et que je me remette en question et qu'il y ait des fails, que je tombe, puis que je me relève et que je continue. Il faut aussi que les gens se rendent compte de ça, hein. Ça n'a pas été parfait directement, et on a fait des essais, on a vu que ça capotait. N'aie pas peur d'échouer, en fait. C'est ça. En fait, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Tu vas de toute manière échouer à un moment. C'est la vie.
À un moment, tu te cognes ou tu tombes, mais tu te relèves. T'as pas le choix, c'est comme ça. Et quand tu as banalisé un peu le côté où tu seras pas, ce qu'on disait un peu avant, hein, mais que tu seras pas parfait et tout ne va pas toujours réussir, mais que c'est pas grave, et ben tu as un autre rapport au fait de juste entreprendre. C'est dingue. Moi, je pense que j'avais aussi ce côté-là en grandissant, en étant ado, à la fin et tout, de me dire ah non, mais je fais, mais ça doit réussir et tout. Exactement. Il y a un truc de ça doit directement être parfait. Voilà, ça doit croire, directement être parfait, alors que. Mais même le meilleur n'oublie pas que celui que tu admires le plus, ben, il y a eu un moment où il était pas ouf, où c'était moyen. Et pourtant, il est là où tu le vois être. Oui, parce qu'on te montre que les belles choses et les réussites. Tu vois, et il y a un truc comme ça sur Netflix justement qui montre justement les loses, les histoires de lose de l'histoire, que ce soit des boxeurs, des footballeurs. Ouais. Et c'est génial, c'est hyper marrant. Mais oui, là où il y a de l'échec, il y a de la réussite aussi. C'est comme mon père me disait quand on faisait du vélo, que j'étais fatiguée. Et je lui disais, j'en ai marre, là, quand est-ce qu'on est en pente? Parce qu'on était quand montée. Il fait, s'il y a une montée, ça veut dire qu'il y a une pente. Ok, d'accord. C'est la même chose là-dedans. Même si quand il y a une pente, il va y avoir une remontée à un moment. La métaphore est... Ouais, non, mais non, j'ai compris. Moi, j'étais dedans, j'étais assis dedans, t'inquiète, t'en fais pas. Est-ce que tu as des projets du futur que tu rêverais de faire, que tu n'as pas encore accompli, mais tu dis j'adorerais faire ça? Alors, même moi, je me cherche encore aujourd'hui parce que j'ai envie de faire plein de choses, de changer, mais je sais pas encore quoi exactement. Je sais que, par exemple, j'adore le cinéma, je vais le répéter encore pour la millième fois. Et, en règle générale, tu veux acter ou réaliser? Réaliser plus. Mais je me dis, pourquoi pas en fait l'acting? Cette année, je me suis dit, le modo, ça va être d'arrêter de dire non, de dire oui quasi à tout. C'est pour ça que t'as dit oui directement quand je t'ai envoyé un petit mail. Yes. Ok. Non, parce que vu que c'est pas juste parce que vu que c'est pas mon truc de base, comme je t'ai dit, c'est même pas une question de toi, c'est moi et me livrer, etc. Mais j'ai vu ton message et c'est surtout par rapport à ce que tu m'as écrit et qui était un très beau message. Parce que je reçois plein de mails, évidemment, sans faire genre, je reçois plein de mails. Mais et parfois, à un moment, tu les lis plus parce que voilà, parfois c'est pas écrit. Enfin, juste les gens ils me balancent ton truc, j'en refais mon truc quoi. Enfin, non, en fait, ça se passe pas comme ça. Moi, c'est un travail que je fais. Et donc là, le message que tu m'as envoyé, il était juste parfait. Il m'a donné envie de participer vraiment. Même sur le message, tu m'as déjà mis à l'aise. C'est comme si tu m'avais déjà servi un thé. Yes. Mais c'est vrai que en plus, je donne un petit thé à mes invités. Comme dans Un peu près sérieux, je leur donne un petit Moroccan tea. Parce que c'est mon préf. Et donc, je me demande si un jour je vais accueillir quelqu'un et dire ah non, j'aime pas du tout ça. Je me dis oh non, c'est pas vrai, j'ai pas d'autre thé. Qui n'aime pas le thé? Il y a d'office des gens qui aiment pas le thé, qui disent juste de l'eau avec des feuilles dedans. Ouais. D'office, mais bon, après nous on n'est pas dans cette vibe négative. Mais d'office qu'il y a une part de si quelqu'un, enfin moi j'ai jamais, en tout cas je compte pas le faire, j'espère ne pas devoir le faire, mais inviter des gens que j'admire pas. Enfin c'est bêtement ça, hein. C'est juste quand tu invites des gens, même si c'est des gens proches, hein, des amis à toi, il y a une part de mais je t'estime, et donc du coup c'est pour ça que c'est une chouette conversation. Sinon on n'aura pas grand chose à se dire quoi. Vrai, pour moi il n'y a pas d'intérêt. D'où le fait de devoir par exemple interviewer. Je pourrais pas être journaliste et devoir interviewer des artistes parce qu'on me dit d'interviewer des artistes. Voilà. Ou des quand gens, ça devient ton travail absolu. Voilà, interviewer par The Weaver, ça m'intéresse pas quoi, tu vois. Moi, désolée, mais je pourrais pas. Quoique moi je me dis, me poser quelques questions un peu. Ça partira en clash. Enfin, moi déjà ça partira en clash, j'enlèverai mes earrings, je suis en train d'enlever mes boucles d'oreilles déjà, de bien fixer mes cheveux, donc c'est pas possible. Mais il y a un côté, moi je me dis, tu vois, il y a un côté, je me veux hyper tolérant, donc je me dis, même lui il doit avoir quelque chose à dire par rapport au monde qui doit être intéressant, et je sais pas, j'ai envie d'investiguer même. Mais ça c'est le psy en toi. Ouais, c'est sans doute le psy en moi. Je me souviens en avoir discuté avec une collègue de travail en disant, elle qui rejette complètement Donald Trump, tu vois. Et elle disait en mode mais quel horrible personnage. C'est au moment où il allait il allait finir son mandat, et voilà, il tant bien que mal il essaie de tenir la barre, tu vois. Et je disais mais tu vois, ça m'intrigue, moi j'ai envie de, enfin voilà, j'ai pas envie de le rencontrer. Non mais sa psychologie, comment il fonctionne, en fait, oui, comment il fonctionne, comment il est, ça c'est assez intriguant. Après bon voilà, c'est moi et mes déboires de vie. Est-ce que on arrive déjà tout doucement un peu à la fin? Je sens que j'ai vu qu'on prolonge tellement la conversation, est sympa. Mais si tu veux, juste pour le petit, parce qu'on parlait de ce que j'aimerais faire
juste pour le petit truc marrant, je vais pas parler sérieusement comme ça, on arrive à la fin et tout, sinon on pourrait parler pendant des heures. Ah, mais vas-y. Mais un de mes rêves, ça reste entre nous, il y a que mes proches qui le savent. Je rêve d'être la prochaine Jean-Pierre Bellemare ou la prochaine Carl Zero. Mais c'est qui ces gens? J'ai pas les rêves. Ah merde, parce que c'est des gens qui présentent des émissions de crimes, d'investigation, parce que j'adore toutes ces histoires de elle a tué ses 3 enfants. Pas que j'adore l'infanticide, non, c'est pas du tout ce que j'ai envie de dire, mais c'est la suite de la Reine des Potins, mais un peu plus. C'est la criminologie, tout ça m'a toujours intéressé. Voilà, le côté policier, voilà, c'est des trucs qui me passionnent. Mais meuf, sans doute que là, voilà, il y a des gens qui vont écouter ça, les bonnes personnes. Voilà, si vous avez des projets de ce type à proposer à Anne-Sara. N'hésitez vraiment pas. Moi aussi, j'ai envie de partager mon rêve. Mais oui, vas-y, tant qu'on est dans les secrets. Ouais, dans les secrets. Je suis sur des stéréos, parce que là, on voit pas, mais je bouge le câble. Ouais. Tant qu'on est dans les rêves, moi, j'adorerais un peu un rêve d'enfance, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre en grandissant. Je le dis à chaque podcast, c'est terrible. Tu l'as pas dit à moi, c'est le plus important. Je l'ai pas dit, c'est le plus important. Je rêverais de faire du doublage, meuf. C'est bizarre, hein, mais pas être forcément comédien, de jouer, enfin aussi faire de l'acting, évidemment, c'est une plateforme qui me plairait énormément, mais faire des voix, réaliser quelques doublages. Donc si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui ont un peu des plugs dans ce milieu, faire la nouvelle voix de Shrek, voilà, ça me ferait kiffer. En plus, j'ai connu des gens dont les parents, par exemple, faisaient du doublage, donc le jour où j'ai un truc, en fait, plug-moi. Je te plug, juste que je me rappelle qui était qui, mais ouais, non, c'est cool de ouf, et on se rend pas compte du travail de doubleur. Mais quand tu vois des reportages dessus, c'est hyper intéressant. C'est des vrais comédiens et qui font un vrai taf, et ils sont souvent un peu ah non, vous êtes nuls comparé à la voix officielle et originale, mais au final, surtout dans le doublage francophone, on fait un travail très quali, et il est pas désestimé. Je sais pas si c'est français non plus. Moi, je pense que c'est les traductions qui sont pas quali. Les voix et l'interprétation, les interprétations sont top, mais c'est la façon dont on traduit parfois. C'est vrai que parfois ils ont peut-être même pas le temps, en fait. Ils doivent juste vite fait faire parce qu'un film va sortir. Tu sais, les boîtes de prod maintenant peuvent être très pressantes. Très pressantes, J'avoue quand même, hier, je regardais une série et j'avais pas le choix, c'était que en VF. Et à un moment, le gars parle de bibine. C'est quoi la bibine? La bibine, c'est l'alcool, un peu de bibine. Tu vois, c'est un peu les bolosses ou les cow-boys qui disent ça, mais on dit ça que vraiment, c'est vraiment les gens qui boivent du Ricard, tu vois, comment on appelle ça? Et qui parient sur les chevaux au PMU, quoi, qui disent la bibine. Plus personne dit ça. Et j'entends ce truc-là, et je suis mais évidemment que c'est ridicule. Évidemment qu'en anglais américain, ça a une autre classe. Donc faites un effort, appelez pas ça, dites pas bibine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi des trucs, vous abusez, les frères. Et ça, je te dis, dans la question de la traduction et de comment on va changer certains trucs, évidemment que ça va paraître plus ridicule ou voilà, pas avoir la même classe. Et de toute façon, toi, tu es plus de ceux qui regardent tout en VO. En VO, STFR. Et je suis un peu la même chose, où je regarde tout en VO. Pas élitiste, hein, mais moi personnellement. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, j'ai appris cours. En fait, moi, c'était souvent pour ça. Mais au début, c'était plus. Les derniers épisodes sont sortis en anglais, donc forcément, je dois. Quand tu téléchargé sur Emule les derniers Prison Break. Bah oui. Et t'avais pas le choix, hein. T'avais pas le choix. Comme ça. Et et donc du coup, après, ça forge ton anglais. Et puis après, quand tu retournes la version française, c'est là, genre, tu cringes, j'étais là, parce que t'as la voix directe du personnage que t'as associé, et puis donc voilà, c'est ça. Voilà pour la petite parenthèse sur nos rêves. J'en ai plein de rêves, mais ce sera pour une prochaine fois. Mais tu reviendras, Sarah. Avec plaisir. Franchement, vu l'expérience, avec grand plaisir. Finalement, quand on sort de sa zone de confort. Mais tu vois, ça fonctionne. Vraiment, depuis que j'ai commencé à dire oui à tout, il y a des choses qui sont un peu plus pénibles que d'autres, mais j'ai eu plus de bonnes expériences pour l'instant. J'ai eu quasi que des bonnes expériences en disant oui à tout. Avant qu'on se quitte, l'émission s'appelle À ceux qui osent. C'est quoi ton rapport avec le fait d'oser? Est-ce que tu penses que toi tu as osé? Parce qu'en fait j'étais du genre on en parlait plus tôt, à toujours me plier, être parfaite, être impeccable, être ce qu'on attendait de moi que je sois. Et à un moment en fait ça a juste explosé et j'ai plus pu, tout simplement. D'où mais 3 fois où j'ai redoublé la 6e, le craquage, comme vous pouvez le comprendre, ça en dit tellement long. Pour plein de raisons, mais ça en faisait partie, et c'est là j'en ai eu ras-le-bol et que je me suis dit en fait
ça me rend juste malheureuse, en fait. Je suis l'ombre de moi-même, je suis pas moi. Et je dois déjà trouver qui je suis, en plus. C'est un travail d'une vie, ça, on le sait tous. Mais donc voilà, et c'est là que c'est à partir de ce moment-là que j'ai osé. C'est vraiment, j'ai explosé, je pouvais plus faire autrement. Tout simplement. Et ça m'a sauvé la vie. Je parle pas genre en mode de façon tragique, mais juste, ça m'a rendue heureuse, quoi. À partir du moment où j'ai décidé d'oser, il y a que des choses positives qui sont arrivées. En majorité. Et le reste, c'est même pas important. Comme on dit, les chutes, c'est pas important. Au final, à la fin, hein, t'y penses même plus aux chutes. C'est à partir de ce moment-là, ouais, que j'ai enfin été épanouie, heureuse, que je me suis trouvée et que ma vie a commencé, quoi. Le premier jour du reste de ma vie, c'était ce jour-là, quoi. J'allais sortir la phrase c'était mon bien finir, c'était mon bien finir. No regrets. Yes. Eh bien, merci Anne-Sara pour ce petit moment vraiment sympa. J'étais en fin de journée et tout, un peu claqué. Et tu m'as redonné le sourire, vraiment. Bah moi aussi, je te jure, vraiment, j'étais vraiment vraiment les yeux plissés, quoi. Et avec le thé, ça n'aidait pas non plus. Ça m'a vraiment dans un truc cosy. Mais là, franchement, vous me verriez assis sur ce canapé avec confiance. Yes. Si vous en avez pas eu assez avec ceux qui osent, eh bien, je vous invite à aller déjà checker les précédents épisodes qui sont déjà sortis, qui sont sur Spotify, sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi d'aller checker les à peu près sérieux sur YouTube, sur ma chaîne qui s'appelle Aubin et Zaguera. Et tu vas d'ailleurs t'abonner, non, ça, bientôt, bien sûr, vite fait. Bien sûr. Sur laquelle vous pouvez... partager en plus. Et partager en plus, ouais, bien sûr. Sur laquelle vous pouvez voir un peu plein de gens très intéressants qui discutent de thématiques très actuelles, un peu deep, entre profond et entre le rire. C'est vraiment très chouette. Et sur ce, je te souhaite... une belle vie, Anne-Sara. On va se recroiser, mais une belle vie quand même. Bah oui. Et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Yes, it's a wrap.